Chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambi, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 29 2025. Nous avons suivi une émission qui a été enregistrée le vendredi 28 avec nos experts et nos expertes. Nous avons enregistré cette émission où nous traitions de l'actualité, notamment du coup d'État qui a eu lieu en Guinée-Bissau. Ce coup d'État a vu la fuite ou plutôt l'exil de M. Umaro Sissoko organisé, ou plutôt en tout cas organisé en catimini par les forces, comme on dit, dans l'ombre. Il semblerait que ça soit organisé en gros par monsieur le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et le président Alassane Ouattara, deux personnalités qui marquent l'Afrique, la France-Afrique, qui auraient donc essayé d'obtenir du président du Malfaï du Sénégal l'exil au Sénégal du président Umaro Sissoko. Ce qui a été fait le jeudi 27 et il a été donc reçu et on apprend que dans la nuit du 28 au 29 de ce mois de novembre 2025, il a quitté, Umaro Sissoko a quitté pour aller se réfugier désormais en République du Congo-Brazzaville chez le président Sassou qui aurait affrété un avion pour pouvoir l'accueillir, lui et un de ses collaborateurs. Donc c'est un rebondissement dans l'exil doré ou pas doré du président Umaro Sissoko, de ce président qui se maintient au pouvoir contre la volonté du peuple qui modifie la Constitution. Brazzaville devient donc aujourd'hui passe sous les radars et sous les phares des panafricains et de tous ceux qui veulent que l'Afrique soit un exemple. Le président Sassou a-t-il pris cette décision par simplement humanité ou calcul politique? L'histoire nous dira, en est-il, toujours est-il que nous commenterons cette actualité. Donc l'émission que vous avez suivie, elle a été enregistrée le 28 avant d'avoir eu ce rebondissement que nous commenterons nous aussi avec nos expertes et expertes cette semaine qui commencera le vendredi prochain. En tout cas, suivez l'actualité avec la radio Bakambi qui, elle, reste connectée. Merci beaucoup pour votre compréhension. Rebondissement, Umaro Sissoko, en tout cas, a été, semble-t-il, expulsé du Sénégal par le Premier ministre Sonko avec l'appui de son président. Pour rappeler que le Sénégal n'est pas une terre d'accueil de ceux qui ne font pas des coups d'État, mais qui font des coups d'État constitutionnels. Affaire à suivre. C'était M. Kaïs Sebelebe de la radio Bakambi. Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de la radio Bakambi. Vous êtes sur notre radio, vous nous suivez depuis le Royaume-Uni et en plus de la France, parce que nous avons des correspondants, en tout cas des experts et expertes qui sont installés en France, et moi qui anime l'émission côté du Royaume-Uni. La radio étant en ligne, les réseaux sont mondiaux, la connexion est internationale. Vous nous suivez partout où vous êtes, que ce soit à Brazzaville ou ailleurs. Vous êtes en direct en compagnie de M. Kaïs Sebelebe. Nous allons commencer notre émission innovante du 28 novembre 2025. Générique. Merci vous avez suivi le générique. C'était pour annoncer le début de notre émission. Vous êtes en compagnie de, je rappelle, M. Kaïs Sebelebe. Nous sommes le 28 novembre 2025. Notre émission aujourd'hui sera basée sur l'actualité. Elle est, comme on dit, très, comment on dit ça, condensée plutôt. Je ne sais pas si c'est le mot qu'on va dire. En tout cas, vous aurez toujours, et vous aurez M. Kaïs, très dense. Merci M. Gaïno. Pour ne pas le présenter, vous avez la compagnie de M. Gaïno qui s'est annoncé tout ça. Notre politologue et président, M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir M. Kaïs, bonsoir chers co-débatteurs, bonsoir les auditeurs de la radio Bakambi et bonne écoute. Merci beaucoup, nous sommes un peu en retard sur l'heure de notre émission, mais qui dit que mieux vaut tard que jamais, ça veut dire que nous allons être là pour pouvoir animer cette émission en compagnie d'autres experts. Nous parlerons d'une experte qui est Madame Sabine Miaka. Madame Miaka, bonsoir. Bonsoir M. Sebelebe, bonsoir chers co-débatteurs. Bonsoir aussi aux auditeurs et bienvenue. Merci de nous écouter. Merci beaucoup. Vous le comprendrez, il y en a une autre dame. On peut en cacher une autre. Madame Opou, bonsoir. Bonsoir Kaïs. Bonsoir mes frères Gabriel et Grégoire, les deux G. Bonsoir ma petite sœur Sabine.
Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, on est encore là, disponible pour commenter l'actualité, en espérant être à la hauteur des débats. Merci beaucoup, Madame Opou. En tout cas, on espère que les débats, vous êtes, comme tu as été, à la hauteur et vous le serez aussi pour ceux qui vous apprécient et qui apprécient votre voix. Pour terminer, nous aurons la compagnie de M. Patrick Ndian, professeur et membre du PCT, très actif dans les réseaux sociaux, mais pas que, dans tous les plateaux de télévision. En tout cas, il n'a pas peur des débats. M. Ndian, bonsoir. Bonsoir, cher ami M. Kaius Ebelele. Bonsoir, la reine Opou, la seule et l'unique. Bonsoir, Madame Yaka, Madame Sabine. Bonsoir, le grand frère Gaïno. Bonsoir à nos auditeurs et à nos auditrices. En tout cas, soyez les bienvenus sur les antennes de la radio Bakambi. Je me répète à dire que la seule et l'unique radio qui organise les débats contradictoires. Car c'est du débat contradictoire que jaillit la lumière. Bonsoir. Merci beaucoup. En tout cas, on va commencer l'actualité par une actualité surprenante. En fin d'année, on a toujours des cadeaux comme ça pour ceux qui pensent que le changement peut arriver souvent par les urnes. D'autres pensent que les changements peuvent être par les armes, même sans que le sang ne coule. C'est nouveau en Afrique. Les coups d'État ne font plus couler. Donc, mais celui-là laisse perplexe. Beaucoup de gens pensent que c'est une manipulation, il y a un jeu de dupes qu'Ambalo a emballé tout le monde, mais qu'il est parti se reposer, qu'il reviendra. Pour d'autres, en tout cas, il était temps, il est parti. Monsieur Ndian, vous qui avez terminé par les présentations, coup d'État en Guinée-Bissau, monsieur Ambalo était le premier à dire qu'il fallait écouter les femmes. Il n'a pas écouté sa femme. On dit qu'il a été délogé. Est-ce que vous avez suivi l'actualité du côté de la Guinée-Bissau? Écoutez, comme tout le monde, comme tout le monde, les informations que nous avons sont des informations sur les réseaux sociaux, sont des informations à la radio, à la télévision. Nous avons appris cette triste nouvelle. Une fois de plus, je me permets... Vous l'appelez triste, pour beaucoup c'est une joie, monsieur Ndian. Bon, mais les avis sont toujours partagés, je suis d'accord. Les avis sont toujours partagés. Je respecte les avis des uns et des autres, mais je donne mon point de vue à moi. Moi, je pense toujours que... Moi, je suis partisan de la non-violence. Je suis partisan je ne suis pas partisan des coups d'État. Par contre, je le dis toujours, je me répète encore, il y a des coups d'État parfois qui sont nécessaires. Mais dans notre cas, ce n'était pas nécessaire parce qu'il était à son... Je pense au risque de me tromper, à son premier mandat. Il pouvait légalement faire le deuxième. Donc, il se préparait à le faire aussi. Voilà. Et bon, il était même fait déjà. Voilà. Et 3-4 jours après, il y a un coup d'État qui arrive. C'est vraiment regrettable. Je pense que l'Afrique, sur le plan de l'alternance, sur le plan de la démocratie, sur le plan des changements politiques, n'a pas choisi la bonne voie, celle des coups d'État. Mais, je me répète encore, parfois, certains coups d'État sont bénéfiques, mais pas dans ce cas. Pas dans ce cas, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on reproche, globalement, généralement, qu'est-ce qu'on reproche au président Ambalo pour avoir été victime de ce coup d'État. Et là, maintenant, il se repose, comme vous l'avez dit, il n'a pas été tué, tant mieux. Il n'a pas eu écoulement de sang, tant mieux. Mais je suis vraiment, vraiment pas d'accord avec ce coup d'État. Je ne vois pas sa justification. Merci. Monsieur Ndian, on a commenté l'actualité ici sur M. Ambalo. Il a fait un mandat de trop. La Constitution lui donnait 2. Il en a ajouté un 3e. Ce 4e était de trop. On lui a reproché. Il a voulu modifier les règles du jeu. Il a été enlevé parce qu'il a voulu tricher. C'est ça qu'on lui reproche. Monsieur Gaïno, vous avez suivi, on prend les dames après. Monsieur Gaïno, vous qui êtes politologue, M. Ambalo a pris le mauvais chemin, comme beaucoup de présidents, qui, à leur guise, modifient les règles de jeu. Lui, son épouse l'avait prévenu, tu en as trop fait, il faut partir. Il a dit, et puis, il est revenu sur ses décisions, et on apprend qu'il y a un coup d'État dont certains disent, ce n'est pas un coup d'État de palais, c'est juste une forme, en fait, de l'envoyer plus loin pour qu'il revienne plus tard, mais le vrai principal adversaire, c'était son opposant qui avait gagné et qui a été mis en prison. Bon, je ne sais pas s'il reviendra plus tard, parce qu'aujourd'hui, là, il se cache à Dakar. Enfin, se cache, il est parti à Dakar. Mais ce qui est vrai, c'est que M. Ambalo a fait le jeu que font tous les autres dictateurs en Afrique. Et le nouvel homme fort qui a pris le pouvoir, il vient de dire, si je ne me trompe pas, qu'il fait une transition d'1 an. Bon, et je ne crois pas qu'après cette transition, M. Ambalo va revenir pour être candidat, je ne crois pas. Je pense que c'est une façon de pouvoir l'écarter
et aller vers la démocratie parce que déjà ces élections-là étaient déjà contestées, les résultats qui étaient attendus, il y aurait eu peut-être des troubles, hein, d'après ce que j'ai appris. Et donc, il a été écarté parce qu'il avait aussi tendance à vouloir se maintenir, donc ce qui pouvait provoquer déjà des troubles au niveau du pays en voulant se maintenir. Et donc, il a été écarté, d'ailleurs, avant qu'on programme les résultats, pour que le pays puisse retrouver la paix. Et ce qui est aussi encourageant, c'est que ce monsieur, l'homme fort, il dit qu'il fait une transition d'1 an. C'est pas beaucoup, 1 an, ça passe très très vite. Et donc, moi, je peux saluer cet homme-là, cet effort, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de coups d'État en Afrique, parce que nous avons des gens... Il y a beaucoup de promesses de remettre, de faire une transition et de remettre ça aux civils. Et puis, on voit très bien qu'il s'accroche, comme en Guinée, là où il y a Doumbouya, il avait promis qu'il allait, quand il a renversé Condé, mais maintenant, il est candidat lui-même. Donc, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, dira Mme Oppo. Bon, c'est vrai, peut-être que ça m'engage, parce que je connais pas bien le monsieur, mais il le dit. Je le tiens d'abord à ses propres mots, je ne peux pas le contredire, je pense qu'il respectera sa parole. Comme on dit, qu'il vivra verra. Mais cependant, il faut savoir que les coups d'État en Afrique deviennent perpétuels parce que nous avons des gens qui modifient régulièrement les constitutions pour se maintenir, donc ils ont trouvé maintenant un moyen de faire d'autres coups d'État quand on est au pouvoir. On fait un coup d'État classique, modifier la constitution. C'est un coup d'État. Et donc, les militaires qui sont là pour essayer de ramener la paix, ils font des coups d'État et quand ils arrivent là, comme vous venez de le dire, ils ne veulent plus partir parce que le gâteau est trop sucré pour le céder aux autres. Et c'est ça le problème de nous, Africains. Il faudrait qu'on arrive à respecter le délai des mandats, le nombre de mandats qu'on a inscrits dans la Constitution, au lieu chaque fois de modifier. Bon, vous voyez vous-même ce qui se passe dans de nombreux pays comme le Cameroun, ou la Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara avait dit, voilà, il ira se reposer. Et le voilà aujourd'hui encore à la tête de l'État, comme si un seul bonhomme peut construire le pays à vitam aeternam. C'est pas vrai. Les choses changent, le monde se découvre, il y a les nouvelles choses. Donc, vous ne pouvez pas dire que je suis seul à pouvoir construire un pays. Il y a aussi les autres qui ont décidé qu'ils peuvent construire le pays. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on dit en Afrique. C'est vraiment dommage. Merci. Merci beaucoup, M. Gaïno. Madame Miaka, vous qui suivez un peu l'actualité aussi, vous la suivez d'ailleurs, je dirais beaucoup, comme pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes en tout cas abonné sur tous les secteurs des médias pour pouvoir suivre ce qui se passe en Afrique et en Europe. Là, on a un président qui, une fois de plus, un avion est dépêché dans les heures qui suivent le coup d'État. On apprend que cet avion, c'est un avion français. La France dit, la France-Afrique, c'est terminé. Mais le coup d'État, et puis il y a un avion d'une compagnie, et c'est un avion d'assaut qui fait que, bon, on négocie un exil au Sénégal, et on apprend qu'il est aujourd'hui au Sénégal, au chaud, mais son opposant, personne n'en parle, alors que l'opposant aurait dit-on gagné, et lui, il serait resté en Guinée, en prison. D'abord, est-ce qu'il aurait mieux fait d'écouter sa femme, en Malo, qui lui avait dit d'arrêter? Merci, M. Ibelebe. Bon, ma foi, je vais déjà répondre oui. Déjà, je pense que si on parle de ce principe-là, de la parole que sa femme avait déjà, des conseils qu'elle avait donnés déjà depuis son dernier mandat, il aurait dû écouter sa femme, effectivement. Mais bon, moi, je ne le plains pas. Très sincèrement, je ne le plains pas non plus, parce que pour moi, c'est même pas un coup d'État. Pour moi, ce n'est pas vraiment un véritable coup d'État. On peut appeler ça comme on veut. Je pourrais même appeler ça plutôt un coup d'État à la Oligui. Donc, c'est un coup d'État des palais. Pourquoi? Pour moi, ce n'est pas un coup d'État. Pour plusieurs raisons. Enfin, peut-être pour 4 raisons, on va dire. Déjà, pour moi, ce n'est pas un coup d'État qui s'est passé en Guinée, enfin, en tant que tel, parce que je prends déjà le moment de ce soi-disant coup d'État. C'est-à-dire qu'on accepte d'aller aux élections et au moment de donner les résultats, on fait le coup d'État. On aurait très bien pu faire le coup d'État bien avant les élections. Pourquoi organiser toutes ces élections et attendre justement, être en attente des résultats et faire le coup d'État? Pour moi, c'est déjà un premier point. Déjà, le deuxième point,
c'est la facilité avec laquelle M. Mbalo a pu de lui-même a annoncé qu'il a été victime de coup d'État. Il y a une certaine facilité. Et ça a été facile puisque c'est lui-même de sa propre voix, initiative, qui a annoncé à Jeune Afrique qu'il est victime d'un coup d'État. Donc rien que cette facilité, et même par la suite, voir la facilité avec laquelle il s'est retrouvé en 2 temps 4 mouvements, mais aussi aisément de l'autre côté au Sénégal. C'est-à-dire, voici quelqu'un dit, il a été pris avec tout son staff, tous ses porte-parole, son gouvernement qui était avec lui. Il est mis aux arrêts. Et paf, même pas, 72 heures plus tard, même pas, il est au Sénégal, tranquillement. Mais franchement, quand je vois toutes ces facilités, pour moi, on n'y est pas encore. Il y a encore une troisième raison. Moi, cette troisième raison est la raison principale pour moi, pour laquelle c'est pas un coup d'État. C'est la raison simplement de la sanction de la CEDEAO. Parce que quand je prends les coups d'État, ces derniers coups d'État qui ont eu lieu en Afrique ces dernières années, en parlant du Mali, en parlant du Niger, en parlant du Burkina, mais ces 3 pays ont eu des sanctions, mais de facto, ils ont eu au moins 8 sanctions. Ils ont eu du blocus, on a fermé les frontières, alors qu'en droit international, un pays qui n'a pas de littoral, on ne doit pas lui fermer les frontières. Le Mali n'a pas de littoral. Ils lui ont fermé les frontières. Ils ont isolé diplomatiquement ces pays-là, parce qu'on a rappelé tous les ambassadeurs. Ils ont coupé les aides internationales. Ils ont interdit aux banques de prêter à ces pays-là. Ils ont coupé aussi les échanges commerciaux. Ils ont interdit aux personnalités, à peu près 150 personnalités, de voyager. Et on a gelé les avoirs de tous ces pays à la BCEAO, mais ils ont eu des sanctions fortes. Comment se fait-il que ce coup d'État-là, la Guinée-Bissau vient d'avoir une symbolique sanction de dire ils sont suspendus temporairement des instances de la CEDEAO. Mais attends, on est où? C'est un coup d'État ou c'est pas un coup d'État? Pour moi, c'est pas un coup d'État. Pour ces 4 raisons, peut-être il y en a plus, hein. Pour moi, ce n'est même pas un coup d'État. Pour moi, c'est une manigance, c'est honteux, quoi. C'est une filouterie, hein, de la part d'Mbalo, qui a complètement perdu les élections, et il le savait qu'il avait perdu ces élections-là, et il a voulu tirer le tapis sous les pieds de son adversaire, de son opposant, qui a gagné, lui, les élections. Et donc, avec le coup d'État, puisqu'il n'a pas ces manigances électorales n'ont pas permis à ce que sa victoire soit évidente, et que l'autre a gagné, il fallait lui tirer le tapis sous les pieds. Ce général-là qui est au pouvoir, hors Tanta, là, si vous filmez, visualisez certains meetings d'Mbalo, il est dedans. Comment se fait-il que vous organisez les élections, vous faites un coup d'État, vous lui permettez qu'il appelle Jeune Afrique, il se retrouve à... Non, arrêtez, c'est pas un coup d'État, c'est une manigance, parce qu'il a perdu les élections, et la meilleure façon de pouvoir partir pour s'assurer qu'il ne soit pas poursuivi, qu'il n'ait pas ses avoirs bloqués, qu'il ne soit pas vraiment, en tout cas qu'il ne soit pas en exil, c'est d'accepter que ce coup d'État se passe avec ce gars-là, pour voler la victoire à l'autre gars. Et donc, oui, pour moi, celui-là, il est capable de revenir. Il est capable. Parce qu'il a... Il faut ajouter un mot. Hein. Le général, là, c'est lui qui l'a élevé aussi à ce grade-là. Voilà. C'est lui qui l'a élevé. Exactement, oui. Oui, mais madame, excusez-moi, on n'a pas encore entendu madame Bopou. Votre théorie, elle est un peu tirée, on va dire. Hein. Imaginons que votre théorie soit vraie. Cette théorie, c'est pas la vôtre qui circule hein, dans les réseaux sociaux. Que Mbalo aurait joué double jeu, mais de là à accepter que l'on négocie, on a appris qu'il a appelé le grand frère de M. Ndian et qu'il a appelé le cousin de Mme Opou pour lui venir en aide. Il a quand même négocié avec des hommes forts hein, en Afrique pour que
on vient au secours le chercher. D'après, il était en contact de Jeune Afrique. Et paraît-il qu'il parlait en Jeune Afrique et les gens l'ont suivi. On a lui ravi au téléphone qu'il cachait. On a envoyé un avion. Vous pensez que c'est une nouvelle forme d'Oligui qui a été faite, un scénario à la Oligui avec un peu du... Comment dire? Bon, allez, va en exil et puis nous, on va conserver le pouvoir, mais on ne va pas accepter que l'autre prenne. Monsieur Belébé, monsieur le président Embalo a été arrêté. Il a été mis comment on appelle, enfin pas au cachot, mais il a été mis en surveillance. Mais est-ce que vous avez vu un coup d'État qui se passe comme ça aussi? C'est-à-dire, on n'arrive à rien expliquer. Mais monsieur Embalo, il est assis tranquillement. Il est au Sénégal. Il a été escorté par l'avion militaire, un avion français. Mais il est parti comment? Il est parti comment? Non, M. Embalo, il a perdu ces élections-là. Ce coup d'État-là, ça arrange Embalo. Embalo, il va revenir. Embalo n'a pas fini. Il va revenir. Parce que tant que le monsieur, l'adversaire, là, j'ai du mal à prononcer son nom, son opposant, il a volé la victoire à cet opposant. Parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi? Des coups d'État. On parle de quoi? Du président Embalo qui est au Sénégal. Du coup, l'autre, il est où? L'opposant, qui c'est qui parle? Il est en prison, personne n'en parle, c'est vrai. Voilà, mais pourquoi on ne parle pas de lui? Mais c'est justement ça. Aujourd'hui, en fait, c'est pour voler la vraie victoire. C'est la question, c'est pourquoi on l'a arrêté lui, alors que lui, il est opposant au pouvoir. Alors, l'argument serait de dire que les deux créent un désordre, alors que lui, il ne crée pas de désordre. Il est candidat de l'opposition. C'est ça votre raisonnement? Non. Mais attendez. L'opposant, il me semble qu'il était déjà arrêté, non? Il a été arrêté avant le coup d'État. On n'a pas vérifié, on va vérifier. Mais on dit qu'il a été arrêté en même temps qu'Embalo. Hein. C'est ce que disent les médias. Je vais le vérifier. Parce que moi, il me semble qu'il a été arrêté bien avant. Mais dans tous les cas, je ne dis pas que Embalo a fait le plan avec le général qui a fait le coup d'État. Je dis simplement qu'Embalo, il a perdu les élections. Effectivement, il y a eu ce coup d'État-là. Ça l'arrange parce que le coup d'État est fait avec une personne de main de lui-même. Une personne de main, c'est soit celui-là qui faisait le coup d'État, c'est soit Embalo perdait le pouvoir et aux yeux au-dessus de tout le monde, de la population. Or, ça, le plus dangereux, c'était de perdre ce pouvoir-là. Alors que là, il est victime d'un coup d'État. Il peut se refaire une peau neuve et revenir même dans 5 ans, revenir dans 2 ans, dans 3 ans. Alors que s'il les avait perdus, s'il avait accepté de perdre, le peuple aurait choisi. Comment il serait revenu, Embalo? Là, il peut toujours revenir. Mais il aurait perdu, il aurait accepté, il aurait continué, il aurait évité le coup d'État. Il serait revenu comme s'il avait perdu. Il n'aurait aucune chance de revenir. Sa seule chance de revenir, alors qu'il a perdu les élections et qu'il veut tromper le peuple, c'est de faire ce coup d'État-là. Vous allez voir, ce coup d'État-là, ce n'est pas vraiment un coup d'État. Il y a trop de choses, il y a trop de facilités. Et la CEDEAO, vous avez vu la CEDEAO qui a mis les 3 pays sous blocus, qui a tué des millions de populations de ces 3 pays. La CEDEAO, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pensez réellement que c'est un coup d'État et la CEDEAO va rester comme ça, sans sanctionner ça? Non, mais arrêtez. C'est pas un coup d'État. Vous savez que la CEDEAO, elle a lié. Pour moi, c'est pas un coup d'État. D'accord. Oui, c'est une mise en scène. D'accord. On va écouter Madame Epou qui n'a pas parlé, qui écoute silencieusement. Madame Epou. Excusez-moi, monsieur Belébé. J'ai un dernier point que je n'ai pas soulevé. De mes raisons qui confirment que ce n'est pas un coup d'État. Vous avez vu le président Horta-Table là, le discours qu'il fait au peuple. Il interdit le peuple de sortir. Mais est-ce que vous savez ce que ça peut entraîner? Parce que quand le peuple allait sortir parce que ce monsieur qu'ils n'ont pas élu, Embalo, a été mis à l'écart. Le peuple allait sortir, eux, pour réclamer la victoire de leur candidat. Donc, pour éviter tout ça, il demande aux gens de ne pas sortir. Il a interdit. Il a fait un discours pour demander aux Guinéens de ne pas sortir. Ça veut dire quoi? Au contraire, ça veut dire quoi? Quand il y a eu la révolution dans les pays de l'AES, on a vu le peuple dehors. Mais lui, qu'est-ce que ça signifie, un peuple qui dit il ne faut pas sortir? Non? Il sait très bien que le peuple, s'il sortait, c'était pour exiger, c'était pour réclamer, proclamer, écrire sur les pancartes le nom de ce gagnant. Et c'est pour éviter ça
qu'il a, il a interdit, il a sorti il a fait le discours pour dire au peuple de ne pas sortir. De ne pas sortir du tout dehors. Donc, moi, ça fait partie des raisons pour moi. C'est pas un coup d'État, c'est une manigance. D'accord. On va écouter Mme Pou. Mme Pou, vous avez écouté silencieusement vos trois collègues qui ont chacun analysé à leur manière. Le coup d'État, un énième coup d'État, on risque d'en avoir encore d'autres. On a forcément d'autres présidents qui ne dorment pas bien ou qui renforcent leur sécurité. Est-ce la seule solution en Afrique? Et comment interprétez-vous le coup d'État qui aujourd'hui a fait que le président Embalo soit exilé, comme dit Sabine, hein, en moins de 24 heures, c'est un film, il a été exilé au Sénégal et il est au chaud. Mais ma foi, je suis en train de suivre ça depuis que ceci a commencé. Je suis un peu, comment on appelle ça, à l'encontre de tout ce qui se dit. Parce que on a beau dire que c'est Embalo lui-même qui l'a fait, mais si c'est lui qui l'a fait, moi j'ai envie de dire, mais très bien, et qu'il est parti. Si le Cameroun pouvait faire ça, je vais applaudir. Si en Côte d'Ivoire il pouvait faire ça, mais je vais applaudir. Et au moins il est parti. Dans le calme. Où est le problème? Moi je pense, laissons la population de Guinée-Bissau s'exprimer quand le moment sera venu. Laissons un peu le temps à ceux-là qui sont arrivés. On va essayer un peu de les observer. Parce que sinon, nous irons toujours de critique en critique et on ne comprendra pas ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Pourquoi, quand on parle de la CEDEAO, de l'Union africaine, qu'est-ce qu'on voulait qu'ils fassent? Ils ont déjà eu cette expérience avec les pays de l'AES. Ils ne veulent pas retomber dans ces erreurs qu'ils ont commises. Eux aussi, quelque part, ils sont en train je pense, ils sont en train un peu d'observer. Tout le monde observe. Observons. Par contre, je déplore l'arrestation de l'opposant. On ne sait pas pourquoi, comment, ma foi, on va voir. On parle du scénario à Oligui. Mais est-ce que vous savez, tous les Gabonais étaient contents que Ali soit parti? Vous avez vu la santé d'Ali? C'était une honte dans le monde entier. Et ce monsieur-là, quand Oligui est arrivé, qu'il ait fait un scénario France-Afrique, on s'en fout. L'important, il fallait que ce monsieur-là dégage. Il a dégagé. Voilà, la suite va continuer. Je ne pense pas qu'Ali va venir dans 2 ans, 3 ans. C'est fini. Je ne pense pas que, c'est ma vision, je ne pense pas que Embalo reviendra. Le fauteuil est là. On ne le laisse pas. Quand tu lâches, c'est parti. Il va revenir comment? Il va dire à ses généraux, bon, je vous ai laissé faire le coup, et maintenant je reviens. Je ne pense pas. Je pense que, effectivement, il y a plusieurs. J'ai suivi ça. Tout le monde, bien sûr. Ah, ça s'est passé trop facilement. Ça s'est passé. Mais pourquoi? Au moins, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de fusion de sang. Laissons ce monsieur sortir. Madame Pou, une question. Oui. Juste une question, monsieur Gaël. Oui. Madame Pou, Oui. une révolution, c'est le peuple qui le veut parce que le peuple a souffert, il n'est pas content du chef, il veut plus, il veut changer. On a vu à Madagascar, ils ont voulu le changement et la jeunesse qu'on appelle la génération Z, la Gen Z, dit qu'on leur a volé cette révolution parce qu'on a ramené des gens qui ont servi les anciens régimes et qui vont refaire les mêmes erreurs. Donc, quand vous dites comme ça, on s'en fout, c'est un peu comme si vous dites aux Guinéens, peu importe qui vient, peu importe qui est là, taisez-vous, on a fait chasser Embalo, tout repart. Est-ce que vous pensez que parce qu'Embalo est parti, leurs problèmes vont être résolus? Madame Pou, sincèrement, on ne peut pas dire comme ça, on s'en fout. On ne peut pas dire ça. Les gens ont des leçons. Attendez, je finis. Les gens ont des leçons. Les gens comparent. Monsieur Oligui et monsieur Embalo, aujourd'hui, c'est 2 personnes différentes. Monsieur Oligui est en train de faire le procès d'Ali Bongo. Ils sont à couteau tiré. Donc, on ne peut pas dire que les gens regrettent. On ne peut pas dire qu'Embalo, il n'y a pas de raison que les gens soient pessimistes. Ils sont en train de se dire, qu'est-ce qu'ils nous font? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a vraiment un nouveau souffle ou on a une comédie qui se joue? C'est ça la réalité. Les gens se posent des questions. Ce que je veux dire, Caïus, je dis, on a chacun sa manière de voir les choses. C'est ma manière de voir les choses.
Tu parles de la révolution par le peuple. Vous avez déjà vu un peuple sorti de là aller chasser un président chez lui? Oui, On a toujours besoin que les, on a toujours besoin que les militaires prennent le risque. Ce sont les militaires qui prennent le risque. Et après, le peuple soutient. On n'a jamais vu. J'entends les gens crier. J'entends les gens qui disent: ah, mais tel militaire, vous faites quoi? Ah, vous n'agissez pas. Oui, la population, vous êtes peureux. J'entends ça. Je dis tout simplement, quand quelque chose arrive, suivons un peu, donnons-leur le temps. Essayons un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il y a eu une confusion. Je ne pense pas, personnellement, que M. Ombalo s'est réveillé un matin et a dit: j'ai perdu les élections, général, tu es mon petit frère, prends là la chaise et demain matin, dans un an, je vais revenir. Attendons qu'il revienne. Non, la question c'est pas ce que dit Sabine. Ces gens-là, même Oligui, le groupe de Oligui, quand ils ont pris la parole, ils ont dit ceci: nous avons pris des risques. On a mis nos vies en danger. C'est-à-dire le coup qu'on a fait, c'était ou ça réussissait ou c'est nous qui périrons. C'était ça le problème. Parce que quand on parle scénario à Oligui, on a l'impression que Ali, lui aussi, de son côté, leur a donné le fauteuil. Le fauteuil, c'est pas ce qu'on dit, madame. C'est ce qu'a dit Sabine. Non, c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'elle a dit. Mais elle n'a pas dit ça, madame. Oui, c'est ça. Ombalo n'a pas laissé le général faire un coup d'État. Vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, madame. Vous n'avez pas écouté. Elle n'a pas dit ça, Sabine. Sabine a bien insisté, je vais laisser parler tout à l'heure. Elle a bien dit que, je ne dis pas que Ombalo c'est ce qu'il a fait, mais j'ai dit que les généraux, c'est le scénario pour continuer à protéger les intérêts. Et c'est ce que dit M. Oligui dans une vidéo à Nourdine Bongo et à son père. Soyez heureux que c'est moi, c'est la famille. Sinon, si ce n'était pas moi, ça aurait été pire pour vous. Il le dit dans sa vidéo. Donc ça veut bien dire que les Gabonais se sont fait voler la victoire parce que c'est une famille. Monsieur Gaïno voulait parler et ça lui reviendra plus tard. Monsieur Gaïno. Même si c'est le cas, les Gabonais étaient très contents qu'on ait dégagé Ali. Famille ou pas famille. Vous savez, il y a des moments où, quand la population est dépassée, peu importe celui qui éjectera celui-là. Et là, dans ce cas, Ombalo a été éjecté pour la ligne. Peu importe qui. À moins que, là aussi, on laisse la population de Guinée-Bissau, eux qui connaissent mieux le problème, à moins que eux, ils aient voulu qu'Ombalo reste. Si eux, leur choix c'était qu'Ombalo parte, et que c'est une occasion qu'il soit parti, peu importe par quel moyen. Oui, Madame Opou, je vais rectifier, je vais juste dire une chose. C'est vrai que même au Gabon, on a vu la population vraiment en liesse quand Bongo est parti. Mais est-ce qu'on peut dire pourquoi la population était en liesse? La population était en liesse pour le départ de Bongo parce qu'ils croient, la population a cru à une réelle révolution. Elle a cru à une réelle révolution. Mais même quand on regarde au vu même du procès qui se passe, il y a beaucoup de choses. Je vous ai envoyé sur le groupe des vidéos des Gabonais qui parlent. Le Gabon, c'est un petit pays. Pour que les gens aujourd'hui continuent de parler comme ça et qu'ils disent que la population, aujourd'hui c'est la chasse aux étrangers là-bas. Donc c'est vrai que la population elle est contente quand le dictateur ou quelqu'un y part. Parce que la population derrière, pour elle, c'est une révolution, c'est quelqu'un pour eux qui va venir. Alors que c'est quelqu'un pour servir les intérêts de ceux-mêmes qu'il a chassés. Oligui dans son gouvernement là, il a presque tous les anciens de Pascaline lui-même. Son gouvernement est composé de qui? C'est composé de beaucoup d'anciens de Bongo. Donc voilà, c'est la population aujourd'hui. Quand tu parles comme ça, c'est comme si tu dis à quelqu'un, c'est comme si quelqu'un qui fuit la pluie pour aller se jeter dans l'eau. C'est la même chose. Ça veut dire que Bongo soit là ou que Lingui soit là, c'était finalement la même chose pour les Gabonais. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Parce que réellement, qu'est-ce qui va changer? Il les a fait bien partir quelque part. Ils sont tous partis du Gabon puisqu'ils ne se sont pas enfuis. Ils sont à Londres, ils sont à Londres, hein. Voilà. Tranquille. Et puis bon, il fait le procès sans les accuser. Mais arrêtez dans tous ces cinémas-là. Oui, ce que je voulais dire,
Oui, pardon. Ce que je voulais dire, c'est quand même, j'appuie un peu les idées de Madame Sabine, parce que quand on regarde la manière comment le coup d'État s'est passé, il y a d'abord les élections. Or, on attendait la proclamation des élections. Pourquoi ce monsieur qui est très proche d'Ombalo n'a pas attendu qu'on proclame les élections? Ça veut dire qu'il y a quand même anguille sous roche. Parce que pourquoi avoir organisé les élections, laisser les élections se faire, et puis à la veille de la proclamation des élections, on fait un coup d'État. Et deuxièmement, pourquoi l'opposant est-il arrêté? On peut se poser des milliers de questions. Et comment M. Ambalo qui est là, qui se retrouve déjà à Dakar? Bon, donc, vous voyez que la rapidité, et puis en plus, il y a un argument que Sabine évoque qui est très très bien. La CEDEAO a-t-elle réagi? Moi, j'ai essayé cet après-midi de voir s'il y avait des réactions. On n'en trouve pas. Alors que c'est déjà au niveau même de l'Union africaine, on a dit voilà, quand on arrive au pouvoir par un coup d'État, il y aura des sanctions, il y aura ceci. Et jamais, donc, ça veut dire que pour certains, on peut les sanctionner et d'autres non. Pour quelles raisons? Voilà. Donc, pour moi, il y a une chose qui est surprenante. C'est que celui qui vient de nommer Premier ministre, c'est un proche d'Ambalo. C'est un proche. Ah. Donc, ce qui montre qu'il y a anguille sous roche là. Oui, il y a un petit peu. Et puis, il a pu se sauter dans la rivière. Madame Epou, vous voulez répondre? Oui, non, je voulais juste dire, on peut aussi prendre l'exemple sur le Burkina Faso. Quand au Burkina, Damiba est passé, ça a éjecté le premier qui était là. Voilà, après on a vu comment ça s'est passé. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Damiba aussi a été éjecté. Ce que je veux dire, je dis, peu importe, si les gens de la Guinée-Bissau voulaient que ce monsieur parte en ballot, au moins, il est parti. Peu importe qu'il a fait partir. Après, ce qui suivra, nous verrons. Pour le moment, laissons les choses et que en ballon est parti, c'était celui que les gens ne voulaient pas. Aujourd'hui, au Cameroun, nous avons le même problème. Regardez là où le Cameroun va. Regardez la Côte d'Ivoire. Tenez, je serais contente aujourd'hui comment on appelle, Ouattara, comme quelqu'un, son général, et dit, bon, prends le fauteuil, je vais partir parce que là, la population n'est pas contente. Je serais, peu importe qu'il y a la France-Afrique, peu importe, les gens surtout donc pour vous, par exemple, si Dia peut partir en disant Chiroma, et en laissant le fauteuil présidentiel à Chiroma, il n'y a pas de problème. Pour toi, ça serait bien? Tu serais d'accord que Dia part en laissant Chiroma président, par exemple? Mais moi, la question que je me pose, pourquoi l'opposant de M. Ambalo, celui qu'on appelle Fernando, pourquoi il a été arrêté? Tout simplement parce qu'il a voulu revendiquer la victoire. Est-ce que là, ça mérite qu'il soit arrêté? C'est ça ce que je ne comprends pas. C'est là qu'on a beau spéculer là-dessus, mais il y a quand même des choses qui sont claires. Bon, et puis, franchement, je veux vous dire, l'intervention de la France en Afrique, ça doit suffire. Ça suffit. Ça suffit quand même. Il est temps que les Africains assument leurs propres responsabilités. Il est temps. Vous voyez, si vous suivez un peu ce qui se passe, aujourd'hui, vous voyez, on a comparé les cadeaux que la France offre, par exemple, les cadeaux que la France a offert au Gabon, a offert en Angola, a offert si vous voulez, dans un autre pays là. Et lorsqu'on compare ce que la Russie vient d'offrir au Mali, au Burkina Faso, franchement, ça dit que c'est comme si vous prenez un petit mouchoir comme ça que vous avez ramassé, vous donnez aux gens. Alors que vous avez l'autre qui va venir te donner, par exemple, à manger une chemise. Mais qui tu considères le plus? On offre des vélos au Gabon. Et quand vous voyez par exemple M. Olingui, qui rassemble sa population, qui prend les tam-tams, qui va accueillir le président à l'aéroport. Oh, c'est pas vrai. Non. Mais c'est ridicule. C'est un serviteur. Mais voilà. Non, on ne peut pas continuer avec des gens comme ça. C'est quand même, ça nous ridiculise. Ça nous ridiculise. Quelle est cette façon de faire la France-Afrique? Non, il faut mettre fin à cette France-Afrique-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec des gens qui sont toujours là, on dirait les lèches-bottes, alors que ce sont des pays riches, capables de se développer par eux-mêmes. Regardez aujourd'hui les pays asiatiques. Ils ne viennent pas lécher les bottes. Comment on peut aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelle des élans purement colonialistes.
comment on peut ramasser sa population, aller à l'aéroport, mais combien de... Je discutais tout à l'heure avec un de nos compatriotes, combien de présidents africains ont déjà été accueillis à l'aéroport? Aucun. Sauf Nelson Mandela, où Mitterrand s'était déplacé. Vous voulez dire combien de présidents africains ont été accueillis par leur homologue français à l'aéroport? Oui, par leur homologue français à l'aéroport. D'accord. Et le seul qui a été, où le président français s'est déplacé pour aller l'accueillir à l'aéroport, c'était Nelson Mandela. Oui. Vous connaissez la hauteur de Nelson Mandela. Mais après, le reste, vous connaissez l'histoire de Blaise Compaoré. On envoie un chauffeur. Il faut compléter que même nos présidents, quand ils viennent, qui en parle? Même pas à la télé, ils en parlent. Même pas la télé. Zelensky vient ici, on le sait. Même sa propre femme qui n'est pas politicienne, quand elle vient en France, on en parle. Nos présidents, quand ils viennent ici, qui en parle? On ne sait même pas qui sont là. En tout cas, TV5 et France 24. Oh, ça dépend. TV5 et France 24, c'est-à-dire que les chaînes qui n'émettent pas vraiment en France. On va écouter M. Ndian. M. Ndian, on ne vous a pas trop entendu. M. Ndian. Les médias sont orientés. Oui. Je voulais avoir votre avis sur ce que j'appelais votre grand frère ou bien votre oncle, mais peu importe. C'était une boutade. Le président congolais apparaît dans le centre du jeu, apparemment, comme l'un des personnages qui a été sollicité pour pouvoir venir au secours du président Embalo. On dit qu'il a été à la hauteur de la demande. C'est lui qui était dans les tractions pour qu'Embalo finisse par aller au Sénégal. Il n'a pas pu, dit-on, avoir, d'après cette note, le prince sénégalais, mais on voit que le résultat est celui qui était préconisé. Le syndicat des présidents au pouvoir, ça fonctionne toujours, ça existe quand même. C'est une question qui est biaisée. Je n'ai pas l'information selon laquelle le président congolais aurait été sollicité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement je suis contre la France-Afrique en tant que système, je suis aussi contre les coups d'État. Dieu merci, il n'y a pas eu effusion de sang. Il a été, comme d'habitude, les Français ont joué leur rôle, l'extraire in extremis et pour l'amener au Sénégal. Est-ce qu'il va rester au Sénégal? Définitivement, je ne sais pas. Est-ce que la destination, c'est pas le Qatar? C'est pas ailleurs? J'en sais rien. Mais une chose est certaine, c'est que c'est le fruit, une fois de plus, de la France-Afrique que nous tous, nous condamnons à corps et à cri, nous condamnons à U et à dia, mais malheureusement, malgré toutes nos condamnations, la France ne laisse pas l'Afrique décoller toute seule. Les pays africains font toujours appel à la France pour résoudre leurs problèmes. Et comment voulez-vous que dans ces conditions, qu'on puisse mettre fin au système de la France-Afrique? À tout moment que nous avons un problème d'alternance, de démocratie, de mise en place d'un système, on fait appel à la France. Voilà. Vous ne voulez pas. Les accords militaires sont là, eh bien, ils sont obligés de les appliquer. La dernière fois, quand on a débattu sur le Sénégal, on l'a dit plus ou moins. C'est-à-dire que Ousmane Sonko et son frère, son collègue, ont pris le pouvoir. L'un est président, l'autre est premier ministre. Parmi les prérogatives, parmi les desiderata, parmi les problèmes à résoudre, il était dit qu'il faut mettre fin tout de suite, après avoir pris le pouvoir, aux accords militaires avec la France. Eh bien, Ousmane Sonko constate que 2 ans, 3 ans après, les accords, la base militaire est en train progressivement de partir, de quitter le Sénégal, mais les accords restent là. Ça veut dire que c'est désuet, ça veut dire que c'est fragile, ça ne va pas encore revenir. Mais c'est la même chose. Quand il y a des accords militaires, M. Caillou, c'est compliqué. Quand il y a des accords militaires avec la France, à tout moment, quand la France veut t'éjecter, il va t'éjecter. Nous, on n'a pas ce problème parce qu'effectivement, au Congo, il n'y a pas des accords militaires entre la France et le Congo. Vous êtes sûr, là? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui, il n'y a pas d'accord militaire. Il y a une base militaire au Congo? Il y a des coopérants militaires français au Congo. Il y a des coopérants. Il n'y a pas de base militaire. C'est autre chose. Il y a des coopérants. C'est autre chose. Il n'y a pas de militaire, il n'y a pas d'accord. Le plus important, c'est l'existence des bases militaires. Je vous certifie. La différence entre les accords et les bases, il y a une grande différence, monsieur Ndiaye. La base militaire. La base et les accords, il y a une différence, monsieur Ndiaye. La coopération militaire existe. Oui, mais il y a une différence entre les accords militaires et la base militaire. La coopération militaire existe, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas l'existence des bases militaires au Congo. La base militaire du Congo est sous-entendue, elle est au Gabon, monsieur. Elle est au Gabon. Donc, c'est pas au Congo, c'est au Gabon. Voilà.
Oui. Au moins, c'est pas sur le territoire. Et tu sais pourquoi je peux te dire? Parce que sur l'ensemble des 42 000 km², il n'y a aucune base militaire française au Congo. D'accord. C'est moi, c'est les choses. Ok, monsieur Ndian, Oui. je vous ai posé la question de manière assez exprès pour que vous puissiez répondre, mais vous n'avez pas répondu, vous êtes un bon politicien et un fin tacticien. Mais il y a quand même une info qui circule sur le net. Les Congolais, alors on ne sait pas si c'est sous mandat de l'ONU, de l'OUA ou de l'UA, on ne sait pas trop. Il y a un groupe de Congolais qui se sont retrouvés en Guinée-Bissau pour épauler, le mot a été utilisé, pour épauler le président Embalo. Et ils ont été arrêtés. Parmi eux, on dit qu'il y a un député congolais, le député de Potopoto, Pokulo. Cette info circule, elle semble être vraie, elle n'est pas vérifiable, elle n'est pas encore vérifiée. Mais si c'est vrai, est-ce que ce n'est pas là la preuve d'une présence? Monsieur Caius, moi je ne commente pas une information qui n'est pas vérifiée ni par vous, ni par moi. Mais je ne vous dis parce que vous êtes au PCT, donc je voulais que vous qui êtes au PCT, monsieur Ndian, je ne vous demande pas de commenter. Je vous demande pas de commenter. Je vous demande pas de commenter. Je vous demande, j'ai pas fini ma phrase et vous me coupez l'herbe sur les pieds, mais c'est pas grave, j'y reviens. L'herbe va pousser. L'herbe repousse. Je vous pose la question. Avez-vous cette info que vous auriez envoyé des observateurs pour soutenir M. Embalo? C'est une question. Bon, je n'ai pas non plus cette information, mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'il y a l'organisation des élections présidentielles dans tous les pays d'Afrique, les ONG, les associations, certains pays prêtent main forte à l'organisation de ces élections. Il y a toujours des observateurs étrangers. Vous savez que le mot prêter fort, prête main forte peut être sujet à beaucoup d'interprétations. Hein? Prête main forte. Mais il y aura bientôt des élections présidentielles au Congo en mars 2026. C'est sûr et certain aussi que tous les pays africains, même européens d'ailleurs, l'Union européenne la première, viendront pour pouvoir être des observateurs. Il n'y a pas de mal à ça en tant que tel. Être observateur dans un pays ne veut pas dire que vous soutenez le pouvoir en place. Soyons sérieux quand même. Mais ils auraient été arrêtés. Comme vous dites, on va vérifier. Si vous pouviez vérifier pour nous, parce que vous avez déjà beaucoup d'infos à faire passer au PCT, ça serait bien. Madame Opou, observateur congolais possible ou impossible, vous êtes aussi membre de l'OFC, vous n'êtes pas au courant, mais c'est une rumeur qui circule sur le net, donc on peut pas ici l'affirmer, mais comme dit M. Ndian, pas que lui, hein, beaucoup le disent, il y a des observateurs, mais on n'en sait pas. Je ne sais pas si les Africains envoient des observateurs en Europe quand les pays européens organisent des élections. Vous avez M. Kaino, vous avez vu des observateurs de l'OUA chez vous quand vous faites vos élections, quand il y a l'élection? Jamais, depuis que ça fait comme des années et des années que je participe aux élections ici, même tenir le bureau d'élection ici, je n'ai jamais vu, même pas un Européen comme observateur. Voilà. Très bonne question. Madame Opou, donc c'est vous qui avez la question. Est-ce que vous êtes au courant de cette information? Un de vos collègues, vous n'êtes pas député, hein, je parle d'un gars du PCT, il est député de Potopoto, serait en ce moment enfermé avec d'autres en prison en Guinée-Bissau. Ça nous concerne si c'est vrai. Hein? Oui, j'ai entendu l'information survolée. Hein. Oui. Donc, effectivement, quand on n'a pas encore le fondement de l'information, on ne s'engage pas. Mais ce qui est vrai, mais comme l'a dit, je crois que c'est le frère Gaïno qui l'a dit, les pays africains font toujours appel à la France. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas encore une bonne autonomie pour pouvoir organiser nos élections, ou alors c'est pour prouver aux yeux du monde que nous sommes crédibles? Ça, c'est à ceux qui sont au pouvoir de répondre, parce que de l'extérieur, nous ne pouvons pas dire grand-chose. Mais moi, je voulais juste parler de la France-Afrique. Nous avons tendance à toujours diaboliser la France-Afrique. Mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Mais quand on a vu le président Embalo, qui a appelé Jeune Afrique? C'est pas Embalo? C'est pas la France qui l'a appelé, hein? C'est lui qui a appelé. Il n'a pas appelé l'Union africaine. C'est que Jeune Afrique est un outil de la France-Afrique, c'est reconnu comme tel, Madame Opou. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc c'est aussi ceux-là qui sont là, qui appellent au secours la France-Afrique. Et puis, pourquoi pas? Hein? Nous, le problème, ce n'est pas qu'il y ait la France-Afrique. Nous pouvons développer nos pays, même en étant avec la France-Afrique. Le problème chez nous,
Le problème chez nous, c'est que ceux qui sont au pouvoir doivent travailler avec les compétences de leur pays. Et ce sont ces compétences-là qui vont affronter ce que nous appelons la France-Afrique. Parce que devant la France, ce qu'ils aiment, c'est avoir les gens qui ont le verbe. Mais quand ils voient que vous-même, vous êtes bamboula, comme ils le disent, ils vous prennent pas au sérieux. Moi, j'ai été élu ici plusieurs fois. Et je vous jure que j'ai eu des débats. Je suis dans des milieux fermés de la France. Mais quand j'ai la parole et quand je m'exprime, les gens comprennent que là, on a une personne avec laquelle on peut négocier. C'est ça qui manque. Exactement, c'est ça qui manque. Et on m'a emmené dans des milieux là où peut-être, j'ai envie de dire, personne n'y a été. Mais moi, on m'y emmène. Parce que la crédibilité d'une personne. Il faut qu'on ait des compétences. Il faut que nos pays travaillent avec des compétences qui vont travailler avec le milieu de la France-Afrique. Tant que nous n'aurons pas des représentants bien formés, comment on appelle ça, et des compétences pour convaincre, nous serons nous-mêmes des bamboulas et ça ne sera pas la faute de la France-Afrique. Donc vous pensez que les Africains sont pas assez bien formés, Madame Opou? J'aimerais compléter la reine. Madame Opou, attendez, monsieur Ndiaye, pardon, une question. Madame Opou, je voudrais comprendre. Vous voulez dire que on n'a pas de gens compétents formés dans tous ces pays africains, francophones? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, Caius. Oui. J'ai dit qu'il faut que nos responsables, ceux qui sont au pouvoir, travaillent avec les compétences. Qu'ils utilisent les compétences de leur pays. Ah, donc vous dites qu'il y a des compétences, mais eux ne les utilisent pas. Il y a des compétences, on ne peut pas dire que nos pays n'ont pas de compétences. Non, vous dites qu'il y a des compétences, pas utilisées. Non, ils ne travaillent pas avec les compétences qu'il faut. D'accord, il n'y en a pas. Il y en a, mais ils ne sont pas utilisés. Parce qu'en fait, on a toujours ça. Je n'ai pas à te le dire. On a tendance toujours à travailler avec la famille proche, les amis, les femmes, les copines, les c'est pas quoi. Voilà. C'est pas parce que c'est un ami, c'est une femme, c'est une copine qu'elle a des compétences. Travailler avec des compétences, femmes, hommes, ceux qui sont capables d'affronter le monde. Le monde aujourd'hui est devenu un pays. Quand nous arrivons devant les autres, si nous n'avons pas le verbe, les autres ne nous prendront pas au sérieux. Attendez, prenez-moi pour représenter le Congo à travers le monde et je vous jure que je vous apporterai tous les partenaires du monde. J'ai une objection sur ce que tu dis, Madame Opou. Vous me permettez, hein, mon objection c'est quand tu dis on peut travailler avec la France-Afrique, mais on n'est qu'à travailler avec nos compétences. Je vais souligner une chose. Quand on parle de la France-Afrique, c'est vraiment un tas. C'est un système. La France-Afrique qui va venir, la France-Afrique, parce que c'est la France qui est prioritaire dans les offres pour les travaux qu'on a, pour les infrastructures, pour tout. Et quand la France vient avec son personnel. Comment tu veux travailler avec tes compétences à toi, alors que la France qui est toute puissante, quand elle vient avec ses compétences. Elle vient l'argent, elle vient avec ses compétences. Mais elle vient avec ses emplois. Donc, quand on parle de France-Afrique, c'est pas parce qu'on n'aime pas la France. C'est simplement, c'est le système. C'est leur façon de faire qu'on appelle la France-Afrique. C'est ça qui ne nous arrange pas. Donc, les compétences là, malheureusement, nos gars là, nos présidents, nos dirigeants ne peuvent pas travailler avec ces compétences parce que quand tu donnes un contrat à la France ou quand la France a un contrat, elle vient avec sa main-d'œuvre. Elle te prête juste de l'argent et le reste, c'est elle qui gère. Voilà, c'est ça la France-Afrique. J'ai compris, Esther, Sabine. Pardon, ce que la sœur soulève, c'est très important. Mais quand je dis la France-Afrique, mais c'est effectivement ça. C'est le système. J'ai dit, je sais de quoi je parle. Vous savez, je suis cette personne, je suis votre sœur. Ici, le Parti Socialiste, le RPR dans le temps, ils sont venus me voir en disant, vous ne ferez ni partie du PS ni du RPR, vous serez avec nous tous parce qu'on a besoin de vous pour qu'on puisse travailler. J'ai dit, c'est l'expérience que j'ai eue. Je me suis retrouvé devant un monde et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et là où on me pose des problèmes de l'Afrique, et j'ai dit, je vais prendre juste un exemple. On a parlé de l'immigration dans un milieu bien fermé. Et les gens prenaient des décisions en disant, on va faire ci pour l'immigration, on va faire ci.
tellement les propositions, et pour moi, je trouvais ça très dur, je leur ai dit ceci. C'est pas la peine que vous preniez des décisions aussi dures pour l'immigration africaine. Laissez-nous, nous allons former un groupe. Nous passerons dans tous les pays d'Afrique où nous allons expliquer que la France n'est pas l'Eldorado. Et qu'en France, on trouve aussi des SDF. Et qu'en France, on trouve aussi des pauvres. Et qu'en France, il y a aussi des problèmes. En ce moment-là, il y aura beaucoup de jeunes qui vont se retracter pour traverser les frontières. On m'a appelé à côté et on m'a dit, suivez, madame, vous êtes française. Vous savez, pour défendre la France, tout ce que nous faisons là, vous savez, c'est de la politique. On ne peut pas tout dire ici. Hein? J'ai dit, il faut des compétences, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. Je dis tout simplement à ceux qui sont au pouvoir chez nous, utilisez vos compétences. Nous, les Africains sont très intelligents. Prenez les compétences qui vont aller affronter effectivement le système. Le système là a besoin des gens qui ont le verbe. Pas ceux qui viennent bégayer devant eux. Et ils viennent demander. On n'a rien à demander. On a à exiger. Ok? C'est juste ce que je veux dire. Oui, ne confondez pas une expérience ici en Europe où quand la personne qui est en face de toi reconnaît ta compétence et dans le besoin de ta compétence et te regarde d'égal à égal, ne confondez pas ça sur le terrain de l'Afrique. Parce que quand ils vont là-bas, c'est eux qui ont fait c'est eux qui ont disposé tout ce qu'on a aujourd'hui parce qu'ils ont tout nettoyé, ils nous ont tout enlevé. Non, petite sœur. Non, petite sœur. Non, ma sœur. Non. La collaboration. Non. Ils ont besoin de ça. Non. Laissez-la terminer. Laissez-la terminer, s'il vous plaît. Et vous allez répondre. On va prendre M. Gaïno qui va parler. Madame Nyaka, allez-y. Voilà, c'est simplement pour dire que on entend de parler d'un terrain qui est spécifique. On parle de la collaboration de la France avec l'Afrique sur le terrain africain, pas sur le terrain de la France. Parce que ici, là, ils ont tous du respect pour nous tous dès l'instant où tu as le répondant, où tu leur donnes ce qu'ils attendent de toi. Ils sont un peu en face de la situation, ils te respectent. Ça n'a rien à voir quand ils quittent ici et ils vont dans l'Afrique, qu'ils ont esclavagisé, qu'ils ont colonisé, qu'ils ont aliéné, ils ont mis sous domination, c'est pas du tout le même rapport. Parce que quand ils viennent chez nous, ils ont le droit à tout. Donc nos compétences, certes, elles sont là. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que moi-même, je... Ok, madame, on va laisser parler, s'il vous plaît, madame. Parce que c'est pas une échange compris de madame Nyaka et monsieur Gaïno qui ne va pas parler. D'accord, monsieur Gaïno ne va pas parler encore, on ne va pas laisser le même échange. Vous avez comme le frère Grégoire. Caïs! Oui, non, mais continuons sur le sujet, madame Pou. Non, parce que quand je vais chez nous, je rencontre les gens de l'ambassade. Non! Chez nous, non! Même là-bas, c'est juste question, j'ai dit c'est juste question d'avoir le verbe. Même là-bas, surtout là-bas sur place. On peut le faire encore mieux. Encore mieux. Madame Pou. Je me déplace. S'il vous plaît. Je ne suis pas là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense que... quand même répondre à madame Opou. Hein. Oui, je pense que le verbe, c'est pas important. C'est ce qu'il faut aux dirigeants africains, c'est du patriotisme. Beaucoup plus que le verbe. Hein. Monsieur Ndia. Oui, merci beaucoup, monsieur Caïus, d'avoir mis fin à ce duo. Parce que là, vous dualisez le débat. Il n'y a que deux femmes qui parlent et les hommes sont en attente. Quand il y en a je voudrais dire ceci. Il n'y a aucun exemple que moi je peux prendre en sciences économiques en tant qu'enseignant où la France-Afrique a permis le développement de l'Afrique. Où la France-Afrique, le système France-Afrique a permis le développement d'un seul pays africain parmi les 14, les 15 anciennes colonies françaises. Je n'ai aucun exemple des bienfaits de la France-Afrique. Deuxièmement, je suis d'accord avec toi, Caïus, sur ta dernière phrase. Les compétences, madame Opou, je suis d'accord. Les compétences, madame Sabine, je suis d'accord avec toi parce que ici, si nous sommes là, dans l'enseignement, dans la médecine, nous sommes des ingénieurs, nous sommes des profs, voilà, ils nous maintiennent, ils nous gardent, c'est parce qu'on est compétent, c'est tout. Si tu n'es pas compétent, on te vire. Donc le vrai problème, c'est pas trop les compétences, madame Opou. À mon avis, hein, le vrai problème, c'est le manque de patriotisme des dirigeants africains. Je donne un seul exemple, le dernier, et je chute par là, monsieur Caïus. L'indépendance les indépendances qu'on a eues depuis les années 60, aujourd'hui on en a fêté
la proclamation de la République congolaise du 28 novembre 1958, aujourd'hui, vous le savez très bien, le Niger, l'un des 2 premiers producteurs d'uranium, a coopéré, travaillé avec la France depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, était leur premier exportateur d'uranium. Ce qui a donné l'indépendance énergétique de la France. Nous avons le courant ici 24 heures sur 24 heures grâce à cet uranium, grâce notamment aux centrales nucléaires françaises. Ils ont toujours demandé à la France de leur construire une seule, pas 2, une seule centrale, pas question. Et tous les présidents qui se sont successivement, qui étaient au pouvoir au Niger jusqu'au tout dernier 2022, là, 23, eh bien, n'étaient pas, à mon avis, n'étaient pas patriotes. Il y a eu, comme vous le savez, un coup d'État là-bas. Celui qui était démocratiquement, il a été écarté. Celui qui est venu au pouvoir a montré son patriotisme. Il a négocié avec les Chinois. Ils sont en train de leur construire leur première centrale nucléaire pour doter le pays, tout le Niger, du courant électrique, pour doter le pays de l'indépendance énergétique. Donc, moi, je suis d'accord avec M. Caius. Les compétences, ça ne suffit pas. Il faut encore une bonne dose de patriotisme. Kolinga Moka, aimer son pays, sa nation. S'il n'y en a pas, eh bien, la France-Afrique contribuera toujours à nous organiser des coups d'État, à déplacer les présidents comme un jeu de pion, un jeu de dames, voilà, comme il veut. Voilà. Merci. Merci. Ça nous permet de conclure ce débat. Monsieur Ngaïno, vous voulez conclure? Il faut qu'on conclue ce débat, ça fait une heure qu'on discute sur ça. On est passé là-dessus. Juste une vite fait pour une conclusion, monsieur Ngaïno. Oui, je ne veux pas être long parce que M. Gabriel a dit des choses qui sont assez pertinentes. Je voudrais tout simplement souligner sur le plan historique, d'abord, l'installation de la France-Afrique, ce n'est pas venu comme ça au hasard. Ce sont des calculs qui ont été faits pour pouvoir justement posséder nos richesses. Deuxièmement, il faut savoir que quand on regarde après les indépendances, comment les chefs d'État ont été remplacés en Afrique. Ce n'était pas la volonté africaine. On a vu par exemple au Gabon, lorsque Léomba est parti, comment on est venu implanter un président. On a vu ce qui s'est passé au Centrafrique. On a vu ce qui s'est passé partout, au Cameroun. Donc, au Tchad. Au Tchad aussi, d'ailleurs récemment. Merci bien de parler du Tchad. Comment pouvez-vous comprendre qu'un président qui a fait la guerre puisse aller au combat, il est le seul à être tué, et à l'enterrement, qui avons-nous vu? Le président français. Mais voilà. Donc, moi je pense que quand nous parlons, il faut faire un peu un recul sur l'histoire. Il ne faut pas nier l'histoire. L'histoire part d'elle-même et nous donne des preuves. La France-Afrique, c'est un frein au développement africain. Madame Sabine l'a bien dit. Madame Sabine l'a bien dit. Tous ceux qui nous prêtent, quand ils nous prêtent de l'argent, ils viennent avec leur entreprise. Donc, en fait, ils reprennent ce qu'ils ont prêté pour nous faire quoi? Monsieur Gabriel a parlé de centrales nucléaires. C'est bien évidemment, on aurait dû avoir ça, ne fût-ce que des centrales nucléaires civiles. On nous refuse certaines choses. Moi, je vais vous dire quelque chose. Après, je chute là. J'ai eu un ami qui est aujourd'hui colonel dans l'armée congolaise. Il a été formé en Allemagne. Il avait un ami allemand. Un jour, il va le voir chez lui, il voit les parents. Les parents sont surpris de le voir, ils disent, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'es pas en formation? Il dit, non, nous sommes en congé. Il dit, ah bon? Alors, il dit, non, mais l'autre, il n'est pas là. Et après, quand il voit son ami, il dit, mais je suis passé chez toi, on me dit que tu es en formation, mais tu fais autre chose. Et il dit, écoute, je vais te dire qu'il y a des formations que nous faisons que vous ne pouvez pas faire. Donc, même ici, vous avez, je connais un jeune Congolais très brillant, qui a fait ses idées, il devait être pris quelque part, il faut prêter serment pour être pris dans cette boîte. Mais vous savez, au moment où les gens qui étaient là voulaient bien le prendre, il y a un général qui est venu qui a dit, ah non, il ne faut pas le prendre. Pourquoi? Parce que c'est un Africain. Bon. Donc, il faut savoir, il y a des services ici dont nous n'avons pas accès. Il y a des lieux ici dont nous n'avons pas accès. Il faut le savoir. Donc, ce n'est pas la peine de dire que la France-Afrique, c'est un bijou pour nous. Non, c'est un frein au développement, c'est un frein à tout. Et le général de Gaulle avait demandé qu'on forme les cadres ici. Pourquoi? C'est justement pour nous assimiler à la France. Nous formater. Nous formater. Voilà le mot. Merci bien. C'est pour nous formater. Merci, ce sera le mot de la fin, M. Gaïno.